va commencer, donc on a épuisé le quart d'heure syndical, et Madame Vitou dit le quart d'heure de politesse, voilà, c'est notre assemblée. Français. Qui est français d'ailleurs, les Alsaciens, il n'y a pas de quart d'heure. Voilà. Donc vous êtes conviés à une conférence ou une table ronde sur la question mémoriale, un enjeu de citoyenneté et de cohésion sociale. Alors, comme d'habitude, fidèle à son engagement citoyen, la coordination des Berbères de France et l'association de culture berbère de Mulhouse et environ vous propose cette table ronde. Alors, le thème de la question mémoriale est le thème qui a été retenu par la coordination des Berbères de France pour les assises nationales qui auront lieu vers le mois de juin. Pour mémoire, puisqu'on y est dedans, le thème précédent c'était la discrimination. Alors, l'objectif des Berbères de France est de participer au débat citoyen au sein de la société française qui est en pleine mutation. Le but aussi étant une prise de conscience de certains problèmes et de revendications de notre communauté. Il s'agit très souvent de questions de fond posées à la société dans sa globalité. Évidemment, notre objectif est de dégager des pistes et de proposer des solutions. La question de la mémoire en fait partie. Alors j'étais un peu curieux, je suis allé voir le Maxi Dico à la maison, ce qu'il dit sur la mémoire. Je vais vous donner la définition de la mémoire. La mémoire, c'est la faculté de conserver et de restituer des informations acquises antérieurement ou le souvenir d'état, d'événements posés. C'est aussi le siège des fonctions biologiques et psychiques liées à l'exercice de cette faculté. Tout le monde le sait. La mémoire collective, c'est la réactualisation continuelle des croyances, des connaissances, du savoir et des normes par laquelle une société assure la permanence de ses représentations. J'ai envie de rajouter aussi évolution des représentations. Donc la question de la culture, pardon, voilà. Il y a des lapsus révélateurs, est cruciale dans un monde de plus en plus global, où les communautés tentent de s'organiser et de s'affirmer de plus en plus. Et où l'individualisme est de plus en plus frappant. Alors il se pose alors la question, quelle est la place des mémoires individuelles ou communautaires dans la société? Aussi, la question de la mémoire est-elle culturelle ou sociale? Ou bien les deux en général. Alors pour l'évolution de la société, allons-nous vers une société formée d'une juxtaposition de communautés et de cultures ou une société métissée? Ce qui soulève des questions adjacentes, à savoir, la mémoire des minorités est-elle bien représentée? Comment intégrer les mémoires et cultures individuelles? Comment organiser la diversité des mémoires dans la République? Surtout, comment faire évoluer les grands principes républicains qui briment un peu les cultures minoritaires et surtout les cultures non territorialisées. Et faire en sorte que ces individus, donc la conséquence, c'est faire en sorte que les individus ne prennent pas la posture de victime avec les conséquences qu'on peut connaître. Autre point fort, l'école dans laquelle on met toujours beaucoup d'espoir joue-t-elle son rôle d'intégrateur? Je crains qu'il y ait beaucoup de travail à faire après les accusations de la Hague contre l'école, surtout contre les manuels scolaires qui reproduisent, surtout la Hague accuse l'éducation nationale de reproduire un peu les clichés dans les manuels scolaires. Donc la question de la mémoire est un peu ardue, elle soulève aussi beaucoup
d'antagonisme, alors entre universalisme et particularisme, global, spécifique, individualisme, communautarisme, pour l'importance de la culture, quel est le statut hérité, le statut acquis. Hein. Alors ce qui est certain pour moi, c'est que la prise de conscience de sa propre culture, et en particulier de sa mémoire, engendre une posture d'ouverture et de vigilance permettant d'apprendre sereinement à connaître l'autre. Donc je vais poser toutes ces questions-là à nos invités, que je remercie d'être venus. Donc le premier intervenant, c'est M. Yazid Ekloui, que vous connaissez bien, qui est le président de la coordination des Berbères de France. Ensuite, je vais donner la parole à Mme Marie-Claire Vitou, qui est maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace. Ensuite, ce sera M. Yves Frey qui va intervenir. Lui, il est docteur en histoire et aussi rattaché à l'Université de Haute-Alsace. Ensuite, on va finir par M. Laxan Messalri, qui est président de l'association AWEL, qui va aussi nous parler de la question de la mémoire et d'un travail qu'ils ont réalisé à Lyon. Donc, je voulais remercier tous d'être venus soit de la Haute-Alsace, soit du Grand Lyon. Et je vais donner la parole à Mme Marie-Claire Vitou. Pardon, excusez-moi. D'abord à M. Yazid Ekloui, président de la coordination des Berbères de France. Merci. Voilà, merci pour cette introduction qui est très riche, très large. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions, parce qu'elles sont absolument très importantes. Moi, ce que je retiens, c'est que la question de la mémoire, de cette manière, c'est une question révélatrice de sujets de société beaucoup plus larges. Tu les as évoqués, Nasser, et notamment des sujets qui tournent autour des questions d'identité, de place des uns et des autres dans notre société, notre pays. Et par rapport à cette question, c'est vrai que moi j'aime bien commencer en rappelant qu'au Québec, sur les plaques d'immatriculation, vous savez, il y a une petite phrase qui... Alors c'est pas un numéro là-bas, c'est une petite phrase où il est écrit, à côté du numéro, « Je me souviens », en français. Et en fait, cet élément fait partie du patrimoine identitaire, culturel des Québécois, montre leur accroche, leur attachement à leur histoire, à leur identité et à la langue française. Voilà, j'aime bien commencer par ça parce que c'est montrer que cette question, c'est une question qui se pose à tous les hommes. C'est intéressant de prendre un exemple de l'autre côté de l'Atlantique. Qui se pose à tous les hommes partout où ils sont. Et ça se pose plus particulièrement pour nous. Alors, Nasser a évoqué la question de la communauté. J'aimerais dire deux choses par rapport à ça. La coordination des Berbères de France, c'est un réseau d'associations franco-berbères, donc de citoyens qui sont français et qui sont de culture berbère. Un peu comme maman est afro-américain, si j'ose dire, pour faire un petit peu le lien avec l'actualité, quoi. Hein. Mais il n'en est pas moins américain. Voilà. Ça veut dire que c'est la question de la prise de parole de la société. Ce n'est pas une démarche au sens de la revendication de droits spécifiques, mais c'est le fait de dire, ben voilà, peut-être qu'on a un retard dans la prise de parole, peut-être que, c'est certainement en partie de notre faute, nous n'avons pas pris assez vite notre place dans cette société, pour des raisons historiques qui peuvent s'expliquer, mais sur lesquelles je ne vais pas revenir ce soir parce que ce n'est pas l'objet. Donc la mémoire pour nos associations, c'est l'occasion de prendre la parole, c'est l'occasion de faire passer un message, et puis c'est l'occasion de dire aussi, c'est quelque chose qui nous travaille, c'est quelque chose qui doit nous permettre de parler de nous-mêmes, de notre histoire, de la manière dont on l'a vécu nous, dans notre subjectivité, hein, avec ses forces et ses limites, hein, mais avec l'idée forte, je dirais qu'il n'y a pas de mémoire officielle, de la même manière qu'il n'y a pas d'histoire officielle. Je le dis là aussi très franchement parce qu'il y a 2 ans, à l'Assemblée nationale, il y a eu la tentative de faire passer une loi, je ne sais plus comment il faut dire ça, voilà, qui donnait une version officielle de ce qu'avait été l'histoire de la colonisation. Voilà. Donc, et puis ça me permet aussi de dire qu'on ne peut pas, d'une certaine
manière rejeté la mémoire comme étant quelque chose de subjectif, quelque chose auquel on ne peut pas faire confiance par rapport à l'histoire. Parce qu'on sait très bien que l'histoire aussi a pu faire l'objet et peut faire encore l'objet de manipulation, plus ou moins volontaire, bien évidemment. Alors, la mémoire, donc c'est d'abord une expression, voilà, comment on a vécu ça en tant qu'individu, comment on a vécu cette histoire, qu'est-ce que ça nous parle, qu'est-ce qu'on a gardé de cette histoire qui n'a pas été uniquement la nôtre, hein, puisqu'on parle souvent d'histoire de l'immigration, bien que moi je refuse un petit peu le terme d'immigré, parce que souvent il me ramène, je dis, il ne faut pas que les immigrés remplacent les indigènes, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je préfère parler d'où je suis aujourd'hui, même si à un moment de notre histoire, on a effectivement fait un voyage, mais au XXe siècle, ça a été le siècle des immigrations. Le siècle des immigrations. Les gens ont bougé plus qu'ils n'ont jamais bougé de toute l'histoire de l'humanité, pour de multiples raisons. Il y a quand même eu 3 guerres mondiales, ça fait bouger les gens, hein, les guerres. Il faut savoir, il y a eu la colonisation, et évidemment il y a eu le développement et des évolutions économiques, etc. Donc, je dirais que moi j'ai l'impression que l'histoire que j'ai vécue, c'est une histoire normale. Finalement, ceux qui n'ont pas eu une histoire normale, c'est ceux qui n'ont pas bougé, d'une certaine manière. Hein, quand on regarde ça à l'échelle mondiale, si vous voulez. Voilà, donc c'est un phénomène naturel. Hein, c'est un phénomène naturel, mais qui pour nous est porteur, comment dire, d'une souffrance. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, d'une souffrance, parce que aussi, on a beaucoup parlé entre guillemets, je dis de nous, permettez-moi pendant quelques instants de dire les berbères, parce que je trouve que c'est un terme qui résume assez bien ce que nous sommes, ce que nous avons été, puis une partie de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas le reste, hein. Attention, vous savez que l'identité c'est quelque chose de complexe, de multiple, mais par rapport à cette affaire, ça me semble important de le dire comme ça. Et on a toujours eu le sentiment, c'était entre guillemets les autres, les spécialistes qui parlaient de nous avec des catégories, etc. Alors c'est lié à l'histoire de la colonisation, au travail des ethnologues. Il nous semble important de dire, non, nous ne sommes pas que des indigènes, nous ne sommes pas que des immigrés, nous ne sommes pas que des Algériens, que des Français. Nous sommes quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus total que cela, et c'est à ce titre-là qu'on veut s'exprimer. Donc, on voudrait faire prendre conscience de notre complexité, la complexité de l'histoire que nous avons vécue. Et moi, je pense que si on parle comme ça aussi, que ça fera résonance auprès des autres, des personnes qui ont leur propre histoire, qui n'est pas celle qu'on a vécue, mais dont je crois qu'elle a de multiples éléments en partage. Donc pour nous, la mémoire, c'est l'occasion de parler de ce qui va nous rassembler, même si quelquefois ce qui nous rassemble, c'est douloureux. Hein, parce qu'il va, bien sûr, il va falloir qu'on parle de la guerre d'Algérie. Parce qu'on ne peut pas... Voilà, c'est l'histoire, c'est un événement, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose qui est encore vivant dans nos familles, à nous, parce que nos parents, ils ont connu ça directement. Hein, nous ne sommes pas très éloignés dans le temps. Souvent, nos parents nous racontent effectivement un certain nombre de choses qui ont pu se passer dans les villages dans lesquels ils étaient enfants. Donc c'est quelque chose de très vivace dans notre mémoire, j'allais dire, familiale, dans notre mémoire intime. Donc partager quelque chose, c'est aussi partager des choses qui sont de cette nature-là. C'est aussi partager des choses qui sont moins lourdes, quoi, mais qui me semblent essentielles parce qu'aujourd'hui, le souci à nous, c'est comment transmettre les choses de manière posée, objectivée, de manière à ce que ça soit quelque chose qui aide, entre guillemets, ceux qui viennent après nous, nos enfants, à bien trouver leur place dans la société, à être bien dans leur tête et véritablement à intégrer des valeurs d'égalité, de fraternité, de liberté, de la République, dont on sait tous que ce sont des valeurs qui sont toujours à construire, qui sont toujours à défendre, qui sont tous les jours menacées, y compris par nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et puis la deuxième chose, souvent je refuse de parler de l'histoire de l'immigration parce que là aussi je refuse un petit peu quelque part qu'on soit rappelé simplement un petit peu à la conséquence d'un échange de nature économique. Voilà, les immigrés sont venus pour travailler. C'est vrai en partie, je ne peux pas le nier, mais ce n'est pas vrai totalement, parce que beaucoup de gens sont venus s'installer en France, non pas pour des problèmes économiques, mais pour des problèmes de droit. Et puis quelque part, de toute façon, quand on change de pays, quand on voyage, même si au départ la dimension, j'allais dire, basique et de nature économique, à partir du moment où on fait ce voyage, ce n'est plus un voyage économique, c'est un voyage sociétal, civilisationnel, etc.
Il y a des gens, si vous voulez, qui sont passés d'une civilisation à une autre, d'une certaine manière, d'une époque à une autre, quand ils ont fait cette immigration. Donc ce n'est pas des gens, je veux dire, qui étaient ouvriers dans leur pays et qui sont venus dans une usine travailler en France. C'était des gens qui avaient une autre vie, une autre langue, un autre rythme. Donc c'est un bouleversement civilisationnel qu'ils ont vécu. Et c'est aussi important pour nous de le poser comme ça parce que par rapport à l'avenir, ça nous semble essentiel. C'est-à-dire si véritablement pour des personnes de la deuxième, de la troisième génération, leur immigration n'est pas un hasard, c'est un fait de l'histoire, et bien ceux qui vont faire demain, le fait qu'ils peuvent être des parties prenantes, entre guillemets, à retisser des liens entre le Nord et le Sud, dans le cadre peut-être de l'Union pour la Méditerranée, ou dans d'autres cadres, ben ça me montrera que cette histoire, elle a un sens plus fort, plus lointain, que simplement, j'allais dire, un échange ou un voyage à caractère économique. Et puis ce qui est important, je dirais, c'est de m'adresser à vous, les associations s'adressent à vous pour que vous nous connaissiez, je dis dans sa globalité, mais en tant que compatriote, d'une certaine manière, mais avec notre diversité. De la même manière que je cherche, moi, à bien comprendre et à bien connaître les traditions, la manière de vivre, la manière d'être des Alsaciens, parce qu'ils ont cette histoire, cette différence, etc. Et bien de la même manière, moi j'aimerais que nos compatriotes nous regardent comme des égaux et que la dimension culturelle dont nous sommes porteurs, elle a quelque chose de naturel et qui se dit c'est intéressant de savoir, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont, etc. Donc en ce sens, la mémoire est un élément essentiel. Mais ça va être un élément difficile à prendre en compte parce qu'il y a de la douleur, et de la douleur très profonde. Alors, en faisant cette démarche, quand même, nous on s'interroge comment ne pas quand même sombrer dans une mémoire ethnicisée, c'est-à-dire une mémoire qui serait celle d'un groupe qui serait posé là, soit on dirait c'est un groupe qui a beaucoup souffert, donc on l'a mis en avant, soit on dirait c'est un groupe minoritaire, secondaire, puis on n'en parle pas. Donc notre souci à nous, c'est que cette mémoire, ce soit quelque chose qui participe vraiment de la cohésion sociale, c'est-à-dire qui fasse en sorte que les éléments à caractère historique, à caractère universel de ce que nous avons vécu soient mis en avant. Sans pour autant oublier, j'allais dire, ce qui est douloureux, ce qui est difficile. Mais je crois que la culture berbère, l'histoire des franco-berbères, elle est porteuse d'éléments universels au même titre que la culture française et l'histoire, entre guillemets, des Français au sens large. Moi, je veux le dire comme ça, même si en termes de minorité, je vous dirais que c'est un terme mathématique pour moi, c'est-à-dire, voilà, il y a un groupe qui est grand, puis un groupe qui est petit. Il n'y a pas de minorité dans le rapport à l'histoire, à l'identité, à la culture, à la mémoire. Toutes les cultures ouvrent au monde, toutes les cultures peuvent fermer, c'est la manière aussi dont on les vit, et toutes les mémoires sont dignes d'être écoutées, de trouver leur place dans l'échange entre les citoyens. Alors c'est pour ça, alors je n'aborde pas directement parce que je ne suis pas un spécialiste et que moi je crois qu'il faut aussi donner la parole soit à des gens qui connaissent bien, soit à des gens qui ont vécu directement l'histoire coloniale. Il va de soi que compte tenu de notre histoire, en tout cas de la mienne, j'ai une vision assez claire de ce qu'a été cette histoire, l'histoire d'une domination globalement, donc une population par une autre, puis après l'histoire d'une libération de ces populations. Et c'est quand même quelque chose que j'ai du mal à aborder parce que je vous dis, il y a une douleur. C'est plus le ventre qui parle, d'une certaine manière, que le cerveau. Il n'empêche il faut qu'on en parle parce que ce sont des choses, si vous voulez, qui sont encore vivaces. Alors on l'a vu il n'y a pas très longtemps, parce qu'on avait fait tout un raffut autour des sifflets qu'il y a eu autour de la Marseillaise au Stade de France, ce qui effectivement est tout à fait condamnable dans tous les cas. Malheureusement, ça arrive souvent, plus souvent qu'on ne le croit, mais là on a mis la lumière dessus parce que ceux qui sifflaient étaient quand même issus de cette histoire, j'allais dire, liée à l'Afrique du Nord, et ça exprime quand même quelque chose. Il y a un goulot d'étranglement, quelque chose qui ne s'exprime pas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance, entre guillemets, qu'il va falloir, entre guillemets, mettre en place et sur lequel il va falloir échanger. L'insertion socio-économique, l'intégration,
S'il y a une époque, ça a été une question de travail, et ça reste une question de travail, ça n'est pas qu'une question de travail. Je dirais qu'il y a une dimension psychologique collective qui est absolument essentielle et qui passe par ce travail d'expression de cette difficulté et de cette mémoire. Alors, dans mon esprit, dans l'esprit, je crois, des associations franco-berbères, il ne s'agit pas de tirer un trait sur le passé, de le liquider, puis de dire, ben voilà, on tourne de la page. Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que je crois que ça nous reviendrait assez rapidement à la figure. Il s'agit au contraire de se dire maintenant comment on écrit démocratiquement tous ensemble cette page. En tout cas, pour les Berbères, le sentiment, c'est que les Berbères ont souvent été dominés par deux populations. C'est comme ça, c'est l'histoire. Et l'histoire, elle est faite par les dominants. Et donc, bien leur histoire a beaucoup été écrite par les Latins, par les Français, par les Arabes, par les Turcs, etc. Parce que les Berbères, d'abord, n'écrivaient pas. C'est une civilisation de l'oral. Donc, vous imaginez que dans la culture berbère, la mémoire a un poids très fort. Quand tu es une civilisation de l'oral, ça joue un rôle particulier. Mais aujourd'hui, il y a besoin, je dirais que cette population, de par son histoire, qui est maintenant installée en France, qui est citoyenne de ce pays, elle a besoin de requalifier son histoire. Et ça passe, je dirais, par un débat démocratique et puis une réécriture démocratique de cette histoire et de cette mémoire. Et c'est très, très difficile, je vais dire, qu'on est sur le fil du rasoir. Parce qu'il faut que nous fassions une histoire et une mémoire qui ne soient pas, pour nous, entre guillemets, minorité, comme tu l'as dit, Nasser, à juste titre, je crois, une histoire folklorisante. Hein. Il faut que ce soit vraiment une histoire et une mémoire inscrite dans l'histoire et la mémoire du siècle et des hommes. Moi, je crois qu'on peut y arriver. On voit le chemin qui reste à faire. Tout à l'heure, Nasser évoquait, je crois que M. Missali en parlera plus tout à l'heure, le travail de la HAD sur la reproduction des représentations et des stéréotypes dans les manuels scolaires. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est aussi en partie de notre responsabilité. Je ne vais pas dire faute, parce que c'est un terme trop connoté pour ce qui me concerne. C'est aussi de notre responsabilité, parce que, de certaine manière, il nous appartient, c'est pour ça que le travail qu'on fait en tant qu'association franco-berbère est important, il nous appartient de mobiliser pour que ces représentations évoluent, bougent, et pour qu'on dise maintenant on ne peut plus se regarder comme ça, il faut se regarder un petit peu en face. Quoi. Voilà, donc c'est le sens en tout cas de la démarche et de la question que nous posons au niveau de nos assises, la mémoire comme enjeu de citoyenneté et comme enjeu de cohésion sociale. Parce que, j'allais dire de certaine manière, on doit marcher sur ses pieds, mais on doit marcher aussi sur sa tête, avec sa tête d'une certaine manière, mais une tête qui a fait un petit peu le tri entre les douleurs et entre ce qui doit être retenu, ce qui doit être oublié, parce que moi je ne dis pas, quand je disais il ne faut pas faire la page blanche, je dis aussi que l'oubli fait partie de la mémoire. Donc, il y a une partie en tout cas qui doit être oubliée et qui doit devenir entre guillemets le champ des historiens, des universitaires, des spécialistes d'une certaine manière, mais qu'on ne peut pas cultiver forcément parce que quelquefois c'est quelque chose qui va cultiver plus de la séparation que du vivre ensemble. Mais là encore, il faut qu'on le fasse ensemble, il faut qu'on détermine ça ensemble, il faut qu'on soit d'accord, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir sur un malentendu au départ. Il faut que chacun puisse être, de ce point de vue-là, partie prenante au débat. Voilà. C'est un sujet nouveau pour ce qui nous concerne, c'est un sujet important parce qu'on vient de comprendre, et je suis heureux de voir aussi que la société française est en train de comprendre le rôle important de cet élément-là. Il n'y a pas que l'aspect économique, et puis je suis heureux parce que ça revalorise toute une histoire et toute une mémoire, alors, pour le coup de l'immigration, qui pendant longtemps a été complètement mise de côté, complètement folklorisée, complètement communautarisée, puisque voilà, quand on avait un chanteur, entre guillemets, qui s'exprimait en berbère, voilà, c'est le chanteur pour la communauté berbère dans les bistrots, et on ne s'est jamais intéressé, entre guillemets, à ce qu'il racontait. Et quand on commence à resituer son œuvre, à comprendre ce qu'il dit, à voir de quoi il parle, eh bien, on se rend compte que c'était un homme de son époque, qui parlait évidemment de l'exil, parce qu'il a peut-être pu connaître l'exil, mais il parlait de l'amour, il parlait de la guerre, il faisait le commentaire de l'actualité, etc. Je dis tranquillement parce que la semaine dernière, j'étais avec des associations de Moissac dans le Tarn-et-Garonne, où la municipalité a inauguré une place et a rendu hommage à Slimane Azem, qui est un
chanteur, comme on dit, de l'immigration. Hein. Enfin, il était chanteur et artiste avant d'être de l'immigration, puisqu'il a parlé de tout, hein, y compris des questions de politique internationale, des Américains, des Russes, des Chinois. Hein. Il y avait une certaine matière et une vision, c'est vrai, dans les années 60, rendez-vous compte. Il avait une vision, alors c'est sûr, il le faisait dans les petits bistrots, auprès de sa communauté. Il a participé à sa manière à l'éducation morale, sociale et à la transmission de valeurs. Mais ça, donc je vous dis, moi ce que je trouve très important, c'est que cette démarche redonne du sens, de la valeur à toute cette histoire, à tous ces gens qui ont pu être à un moment ou à un autre regardés comme étrangers à la société française, alors même qu'au fond, ils y participaient, même s'ils n'étaient pas dans la lumière, qu'ils étaient, j'allais dire, dans les ruelles adjacentes. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la démarche, en tout cas, plus notamment en tant que coordination des Berbères de France. Je vous remercie. Merci Adi. Nous avons la chance d'avoir deux spécialistes de l'histoire. Donc on va intervertir un petit peu l'ordre que j'avais donné tout à l'heure et je vais commencer par donner la parole à M. Yves Frey. Ça marche. Bien, donc je vais essayer de décortiquer, c'est un bien grand mot, mais d'essayer de démêler un petit peu ce problème de la mémoire. C'est un problème extrêmement complexe. D'ailleurs, tout ce que vient de dire donc M. Itoumi à l'instant nous plonge dans quelque chose qui est d'une énorme complexité. Il parle de mémoire, de culture, d'intégration, de communauté. Il faudrait ajouter encore la République. Hein. Et tout ça, ça demanderait des heures et des heures pour arriver à y voir clair dans ces concepts qui sont à la fois énormes et puis qui restent avec des contours extrêmement flous. Alors, je vais essayer de vous donner quelques pistes de réflexion, et on pourra y revenir ensuite si vous le souhaitez. La première chose que je voudrais dire, c'est d'abord l'ambiguïté du terme mémoire qui est employé, notamment ici, mais dans tous ces sortes de débats, de discussions. Le terme de mémoire est très proche du terme de culture. On est la mémoire, donc vous parlez de la mémoire berbère, mais finalement, c'est quoi votre association de mémoire berbère? C'est donc une association qui vise à faire connaître ou à pratiquer la culture berbère. Donc on a une proximité de termes. Alors, question, mais à quoi ça sert la culture? À quoi ça sert la mémoire, finalement? Pourquoi est-on amené dans ces dernières années, disons en gros de la Deuxième Guerre, à parler de mémoire et à vouloir développer cet aspect mémoriel? Alors, moi j'emprunte une définition. Enfin, c'est pas une définition, c'est la fonctionnalité de la culture. Je l'emprunte à un historien de l'époque moderne, qui s'appelle Robert Muchambled, et qui dit quelque chose qui me semble être essentiel. Et alors je cite de mémoire, mais je crois que c'est ça, il dit « La mémoire, c'est ce qui fait tenir une société ensemble. S'il n'y a pas une mémoire commune, il n'y a pas de société. » Or, on se trouve ici, si vous voulez, au cœur de ce que vous proposez comme débat. C'est finalement si les mémoires berbères et d'autres, turcs, etc., ne sont pas représentés dans la République, ou sont niés dans la République, c'est aussi notre groupe social qui est nié. Et nous n'existons pas par rapport donc au pays où nous vivons. Or, c'est quand même embêtant dans un pays comme la France qui se veut être organisé comme une république, c'est-à-dire fondée sur la fameuse trilogie de liberté, égalité, fraternité. Bien, ça, c'est une première chose sur laquelle je voulais insister. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est d'abord comment se... Disons, la mémoire est toujours attachée à des groupes sociaux, et comment se forme une mémoire commune à un groupe social. Alors, on a tendance, si vous voulez, à penser
qu'une mémoire collective se forme par, si vous voulez, l'agglomération de mémoires individuelles. Nous avons tous notre expérience, notre vécu, etc. Et l'agglomération de ces vécus permettrait de dégager une mémoire collective, une mémoire du groupe social. Or, il se trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que les mémoires ou les cultures sont fabriquées. Et sont fabriquées, enfin, sont pas totalement fabriquées, bien entendu, mais en grande partie fabriquées, et elles sont fabriquées pas forcément par nous, et encore plus à notre insu. Alors pourquoi elles sont fabriquées? Pourquoi c'est souvent à notre insu? D'abord, pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait oubli. S'il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de mémoire, puisqu'il est impossible de se souvenir de tout. Ou alors on n'a plus qu'à se flinguer, on devient totalement fou. Or, qui sait qui va amener tel ou tel épisode, tel ou tel aspect mémoriel dans l'oubli? Mais ça, c'est ensuite une lutte que vous avez un peu esquissée, qui est la lutte dominant-dominé. Si ce que je dis n'est pas repris, si ce que je dis est systématiquement occulté, voire nié, qu'est-ce qui va rester? Je prends un exemple que j'ai étudié, l'exemple des Polonais du bassin potassique. Les Polonais du bassin potassique, la mémoire qui est en vigueur aujourd'hui, c'est de dire les Polonais sont arrivés dans les années 1920, c'était formidable, ils ont été accueillis à bras ouverts, ils se sont très bien acclimatés, ils sont devenus de parfaits Alsaciens. Mais c'est du bidon total, c'est absolument faux. Si on s'adresse aux Polonais, enfin maintenant malheureusement ils sont décédés, la plupart restent que un ou deux encore, mais si on s'adressait à ces gens-là, c'était tout le contraire, ils ont été mal accueillis, maltraités, on les a battus, on les a expulsés des bistrots, hein, voilà, on s'est battu à coups de couteau dans les bars, ils ont été très mal accueillis. Or, qui c'est qui fabrique la mémoire là? C'est la mémoire des Alsaciens du bassin potassique qui a fabriqué cette mémoire en disant, disons, en fabriquant un discours pour notre temps, l'air de dire, voilà, les Polonais, c'était vachement bien, parce que, sous-entendu, c'est jamais dit, mais c'est sous-entendu, ils étaient européens, ils étaient catholiques. Donc, leçon pour aujourd'hui, où aujourd'hui c'est forcément plus mal qu'à l'époque, parce qu'ils sont plus européens, ils sont plus catholiques, enfin les immigrés d'aujourd'hui, alors que la réalité est tout fausse. Mais qui est-ce qui écoutait les Polonais le dire? Personne. Ceux qui fabriquaient la mémoire, c'était des Alsaciens du bassin potassique. Autre exemple, la mémoire de la Shoah. Les Juifs qui ont parlé en 1946, 47, 48, et ils ont parlé et ils ont écrit. Ils n'ont jamais été écoutés. On a fabriqué, on a nié absolument leurs paroles, qui est réapparue dans les années 1980. C'est-à-dire que la mémoire d'un groupe social, c'est une affaire extrêmement compliquée et qui ne vient pas forcément des acteurs du groupe. Elle est souvent fabriquée ailleurs. Et c'est une des difficultés de vos associations, entre autres, de pouvoir avoir pignon sur rue pour dire ce qu'on a à dire, et alors non seulement le dire, mais surtout être entendu. Parce qu'on peut toujours causer, cause toujours tu m'intéresses, et puis voilà. Nous, on a l'expérience de dire des choses au niveau scientifique en histoire. Moi, j'ai été encore un exemple, je vous prie de m'excuser de toujours amener des histoires assez potassiques, mais j'ai étudié sur les Polonais et montré leur accueil, et j'ai vu il y a 6 mois une émission FR3 sur les Polonais qui arrivent dans le bassin potassique. C'était merveilleux. C'est-à-dire que vous pouvez dire, vous pouvez produire du savoir qui contredit. Vous avez ceux qui sont chargés de diffuser, ne tiennent aucun compte de ce que vous dites et de ce que vous avez trouvé. Bien. Alors ça, c'était un premier point qui mérite donc une réflexion. Deuxième type de réflexion aussi, monsieur donc, Idoumi
en parler, c'est cette histoire de mémoire fermée, de mémoire ouverte. Alors là aussi, c'est un piège énorme, me semble-t-il, pour votre association et pour les associations de ce type-là. C'est de s'enfermer dans quelque chose qui est un entre-soi et de plus s'ouvrir aux autres. Donc on va bien ce qui est tout à fait agréable d'ailleurs de se retrouver entre soi, de parler du pays, des coutumes, etc. Mais le danger, c'est de ne faire que ça. Alors je vais prendre un exemple que j'emprunte, c'est un mythe grec de l'Antiquité qui dit la chose suivante. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permet de comprendre comment ça marche. C'est de dire, vous avez un bateau, vous avez une barque qui est utilisée par des pêcheurs, et puis cette barque s'use. Je ne sais plus le nom du mythe, mais enfin il est connu. Donc vous changez les planches de la barque. Au fur et à mesure, vous avez changé, c'est plus la même barque. Et c'est pourtant toujours la même barque. C'est-à-dire comment une mémoire, une culture peut évoluer en se renouvelant, en étant enrichi d'autres apports, etc. C'est toujours la même culture, et pourtant c'est pas la même. Je ne pourrais pas aller au-delà, mais si vous voulez, ce qui me semble important, c'est justement de dépasser l'entre-soi pour pouvoir justement rayonner sur l'extérieur, diffuser, et ne pas s'enfermer sur s'enfermer sur soi. Autre chose encore que je voulais dire. Oui, et Marie-Claire Vitou reviendra dessus. C'est qu'à partir du moment où la mémoire est attachée à des groupes sociaux, ou aussi à des lieux, il y a aussi des lieux de mémoire, hein, mais attachée à des groupes sociaux, il y a confrontation de ces groupes sociaux. Chaque groupe social a sa mémoire, et on peut très vite déboucher sur des conflits mémoriels. Donc Marie-Claire Vitou vous en parlera. Moi, ce que j'ai parlé avant, c'est comment, et alors elle reviendra aussi sur les lois mémorielles, c'est comment on peut fabriquer une mémoire. C'est aussi ce que le gouvernement, par ces lois mémorielles, essaie de faire. Autre chose aussi qu'il faut, c'est pas à vous qu'il faudrait faire comprendre, c'est surtout à l'extérieur. C'est l'histoire des communautés et du communautarisme. Alors, je prétends, alors je suis peut-être un peu trop entier, je prétends que beaucoup de monde dans notre société, et notamment des responsables, n'ont rien compris à ça. Ils confondent communauté et communautarisme d'une manière qui est totalement sotte, idiote, et qui est dangereuse et contre-productive. C'est que les communautés existent, ça n'a rien de plus normal. Nous avons tous des communautés, qu'elles soient familiales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient professionnelles, etc. Nous avons tous un aspect collectif et de se rapprocher de sa communauté. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Et je prétends que beaucoup de nos responsables assimilent ceci à du communautarisme, alors que ce n'a absolument rien de communautariste. Et c'est là que je crois qu'il faut introduire l'aspect république dans ces questions-là. C'est que la République française et la laïcité à la française a toujours reconnu et reconnaît toujours l'expression des différences, l'expression des particularismes, si la loi républicaine n'est pas mise en cause et est respectée. Il n'y a pas du côté de la République la moindre opposition à ce qu'une communauté apparaisse dans l'espace public et se fasse connaître, si tant est que les lois républicaines sont toujours respectées. Or là, il me semble qu'il y a dans notre société une confusion totale entre communauté et communautarisme. Je voudrais encore... Vas-y, peut-être laver sur le bout de la langue, je crois que je l'ai mangé.
Oui, je voudrais encore insister sur... Ben non, ça y est, je l'ai perdu. Je l'ai totalement perdu, je l'avais sur le bout de la langue. Ben oui, ben ça y est. Mais bon, ça va pas venir, c'est bien, ça va revenir après. Je te passerai le micro premier. Donc je terminerai ceci, donc ce n'est pas du tout quelque chose de construit, hein. Je vous ai donné quelques pistes qui me semblent importantes pour cette histoire de mémoire et de culture. Oui, comment on peut dépasser la culture? Comment on peut dépasser ces aspects mémoriels de groupes sociaux qui ont chacun leur mémoire, et c'est normal, et c'est légitime, et on ne fera rien. Celui qui veut aller contre n'a rien compris du tout au truc. Comment on peut dépasser ceci? On peut le dépasser, et c'est là où je prends ma casquette professionnelle d'historien, on ne peut le dépasser que par l'histoire. Et on pourra dépasser, Marie-Claire va y revenir, ces conflits mémoriels, ces mémoires qui s'entrechoquent entre les Berbères ici, les Turcs là, les Alsaciens aussi ici, etc., que si l'histoire collective, l'histoire de notre pays, fait une place légitime à toutes les composantes du pays. Or, jusqu'à présent, l'histoire, alors je suis un petit peu contrarié, monsieur Ikdoumi, parce que j'ai employé le terme d'histoire de l'immigration, qu'il n'aime pas trop. L'histoire de l'immigration, jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui encore, ignore les différentes composantes de notre histoire nationale et de notre histoire régionale. On est en Alsace ancré sur une espèce de mythe alsacien, de l'Alsacien de souche, qui n'a jamais existé, qui n'existe pas, qui est une vue de l'esprit totale, et avec exclusion, même il n'y a pas si longtemps, développée par des responsables politiques du Haut-Rhin, hein, regardez du côté de Souls, hein, je ne sais pas, je fais allusion à M. Gucci. Bon. Alors, on pourra dépasser cet aspect d'entrechoc des cultures que si le récit historique de la nation française intègre toutes les composantes de son histoire, donc les composantes des immigrations, et l'histoire de l'immigration, elle est en train de s'écrire, mais il faut la compléter, et il faut aussi ensuite qu'elle soit enseignée pour qu'elle devienne une composante de la mémoire collective de la population française. Si elle n'est pas enseignée, il n'y aura pas dans la mémoire collective française de place pour ces différentes composantes. Voilà, je pense que j'ai tenu mon quart d'heure. Merci, M. Frey. Je vais passer la parole à Mme Marie-Claire Vitou. Oui, donc dans les deux interventions qui m'ont précédé, c'est cette idée sur laquelle je voudrais partir, à savoir que pour vous, cette question de citoyenneté et de cohésion sociale, la question mémorielle, c'est une question qui s'impose à vous. Dans l'actualité récente. Elle a surgi maintenant dans notre réflexion. Ça fait longtemps, bien évidemment, que votre association et que vous-même, vous parlez de ces problèmes de place dans la société, de cette culture particulière qui est la vôtre. Et pourtant, et aujourd'hui, en ce moment, on pose des questions de la mémoire. Et c'est pour dire que la mémoire, bien qu'elle donne l'impression de cette durée dans le temps, de se tourner vers le passé, elle a en fait une profonde actualité. Des historiens des années 1920 avait eu cette formule que j'aime beaucoup, il disait toute histoire est contemporaine. Ce qu'il voulait dire, c'est que les historiens ne se posent de questions que parce que la société dans laquelle ils vivent se la pose, et la question mémorielle est devenue d'actualité. Alors vous avez fait allusion au rapport de la HALDE qui vient de sortir il y a à peine une semaine, et qui a épinglé les représentations et le blocage des représentations des Français issus de l'immigration. Moi, ce qui me frappe en tant qu'historienne sur un temps extrêmement court, c'est que nous assistons depuis une quinzaine d'années à une régression vers des images archaïques
de l'immigré, mais il me semble que nous assistons, c'est un phénomène général qui correspond, me semble-t-il, à une crise des identités, hein, des identités nationales, mais c'est pas seulement, des identités de classe, par exemple, où nous arrivons à une régression des représentations de ce qu'est le capitalisme ou de ce que sont le monde ouvrier. Nous assistons à une régression de la même manière depuis une quinzaine d'années sur les images de la féminité et de la virilité. Il y a 20 ans, dans les livres de l'école primaire ou secondaire, les images de la femme et de l'homme étaient beaucoup plus progressistes qu'ils ne le sont maintenant dans les éditions récentes. Il y a 20 ans, vous n'auriez jamais représenté dans un livre de l'école primaire des femmes en train de coudre et des hommes en train de lire le journal, parce que depuis mai 68, on avait combattu ce type de représentation et on est en train de régresser sur ce type de représentation. J'entends certaines de mes étudiantes qui m'annoncent très clairement qu'elles veulent devenir professeurs des écoles parce qu'elles veulent donner priorité, enfin, pas qu'elles veulent donner priorité, ça c'est normal, mais elles veulent, comment dirais-je, elles considèrent que c'est le rôle de la femme et seulement le rôle de la femme de s'occuper des enfants, etc. Autrement dit, je veux replacer cette impression qu'on a de régression, de repli communautaire, de repli identitaire, je voudrais le replacer dans une situation tout à fait récente. Alors, du coup, ça revient sur une autre idée que vous avez abordée et que Yves a également abordée, à savoir que les représentations qui sont construites, ce sont des fabrications hein, des sociétés à un moment donné, et qu'elles ont du coup une histoire. Et qu'il faut donc être extrêmement attentif au fait que nous pouvons impacter ces constructions mémorielles, d'où l'intérêt de se poser des questions et de refuser les représentations qu'on nous propose. Donc du coup, oui, faire l'histoire des représentations, et donc des représentations culturelles, c'est faire de l'histoire politique. Et oui, c'est un acte citoyen. Et oui, vous avez raison hein, de poser la question de ces mémoires qui sont des actes citoyens. Hein. Alors j'en prendrai qu'un seul exemple, et enfin, vous me l'avez pris, si je puis dire, vous l'avez fauché, du coup je vous le reprends, c'est évidemment l'affaire des sifflets de la Marseillaise. C'est absolument extraordinaire parce que 2 jours après qu'on ait eu cette mobilisation gouvernementale sur cette affaire, on a eu Michel Platini, je ne suis pas une fouteuse, hein, c'est pas tellement mon style, je préfère le rugby. Hein. C'est pour ça que ce soir, je vais regarder le match. Hein. Nous avons eu Michel Platini qui a dit, mais attendez, quand moi je jouais il y a 30 ans, on sifflait la Marseillaise et le gouvernement n'en faisait pas un problème. Hein. Ça faisait partie, regardez le haka. Enfin, je veux dire, quand les Néo-Zélandais se mettent à vous regarder, vous fusiller du cœur, etc., ça fait partie du jeu, passez-moi l'expression. Donc, alors ça renvoie en effet, on a à se poser des questions. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne l'accepte pas? À la limite, je ne dirais pas pourquoi est-ce que ces jeunes sifflent la Marseillaise? Pourquoi est-ce que peut-être ces jeunes Français sifflent la Marseillaise? Mais pourquoi le gouvernement refuse de se poser la question de quelle est la signification qu'ils y donnent hein? Donc, je vais donner un deuxième exemple qui, moi, m'a vraiment interpellée encore plus nettement comme historienne, c'est la célèbre affaire de la lettre de Guy Môquet. Il a fallu que nous enseignions à nos élèves, bon, moi j'enseigne dans le supérieur, vous savez que les enseignants du supérieur ne sont pas soumis à l'obligation de réserve. Hein, donc nous n'avons pas à obtempérer comment dirais-je, aux données gouvernementales, ce qui n'est pas le cas de nos collègues du secondaire. Alors pourquoi est-ce que l'affaire de la lecture de la lettre, de lapsus tout à fait réglementaire et révélateur, pourquoi est-ce que l'affaire Guy Môquet a été un flop total? Un flop total. Et vous savez d'ailleurs que c'est probablement pour ça qu'on a perdu la bataille, le match de rugby, je n'en sors pas, contre l'Argentine, parce que le ministre des Sports, qui n'était pas encore ministre des Sports, a fait lire la lettre dans les vestiaires avant le match. Hein. Il y avait de quoi vous mettre le moral dans les chaussettes et du coup de vous faire prendre une veste. Bien. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Eh bien tout simplement parce que qu'est-ce que le président de la République a souhaité valoriser? Et il a voulu valoriser la jeunesse résistante. Or, Guy Môquet n'a pas été fusillé parce qu'il était résistant, ni même parce qu'il était jeune, mais parce qu'il était communiste. Et voilà typiquement une mémoire que l'on essaye de mettre en avant, qui est la mémoire des résistants, pour occulter une autre mémoire, qui est la mémoire des communistes,
dont on pourrait, nous, historiens, discuter, est-ce que c'était vraiment le parti des fusillés, peu importe. Mais on a essayé de substituer un discours mémoriel sur une réalité historique, et résultat des courses, on a gangréné cet événement majeur, cet événement traumatique. Il est scandaleux, hein, il est inhumain qu'un jeune de 17 ans soit fusillé par une dictature, et on a sali cet événement-là en voulant y substituer un discours sur un autre. Et c'est là où je veux en arriver, c'est-à-dire à la nécessité d'adosser le devoir de mémoire au devoir d'histoire. Et je ne veux pas tirer la couverture aux historiens, ils ont simplement leur boulot à faire. Et après, les citoyens, les groupes sociaux qui sont porteurs de mémoire feront leur travail. Mais d'abord qu'ils s'adossent sur le devoir de mémoire. Ça me paraît fondamental. Et du coup, j'embraye, et si je puis me permettre de faire la synthèse entre l'un et l'autre, vous avez dit très justement que la responsabilité ensuite des citoyens faiseurs de mémoire et porteurs de mémoire, c'était de faire une mémoire ouverte, une mémoire qui unifie et non pas une mémoire qui divise. Et je vais vous prendre un deuxième exemple, tout à fait récent, parce que tu as cité Gucci, j'ai eu affaire à lui mercredi dernier, tout à fait par hasard, dans une réunion qui n'avait strictement rien à voir avec quoi que ce soit, c'était la remise d'un prix de poésie. Hein, et j'étais là à l'invitation d'un ami, et Gucci me reconnaît comme enseignante, il vient vers moi et publiquement, il me pointe du doigt sur la poitrine et il me dit « Vous êtes une enseignante, je vous reconnais, vous mentez à vos élèves. » Bon, et pourquoi est-ce que je mens à mes élèves? Parce que j'enseigne à mes élèves que l'annexion de 1871 était une annexion et non pas un abandon par la France. Donc voilà une mémoire d'Alsacien, hein, de malgré nous, parce que je respecte l'épouvantable expérience qu'il a eu à vivre bien évidemment, et qui recrée l'histoire de 1871 en voulant attaquer la France, enfin, le gouvernement français, pour avoir abandonné et non pas avoir cédé à la puissance prussienne. Donc je n'ai pas répondu, inutile de vous dire que j'en avais très envie, mais j'ai été invitée, donc j'ai été polie. Hein. Mais pour vous dire qu'on est dans quelque chose de très très chaud. Le lendemain, j'assurais le jeudi soir une conférence sur la grande famine ukrainienne. Et il y a une demande de la part de la grande famine ukrainienne, excusez-moi, de 1933, qui a été un massacre de la population ukrainienne, 7 millions de morts, excusez du peu, par le gouvernement stalinien en 1933. Donc j'assumais cette conférence avec un collègue et j'ai posé la question, est-ce que c'est un génocide? Car le gouvernement ukrainien demande à ce que les gouvernements, et en particulier le gouvernement français, reconnaissent la famine ukrainienne comme un génocide, de la même manière que l'Arménie a obtenu du gouvernement français qu'elle reconnaisse le massacre de 1915 comme un génocide, et comme a été donc reconnu la Shoah comme un génocide en 1947. Donc il y a une demande pour que ce soit un génocide. Et le simple fait que nous discutions en historiens sur est-ce que c'est un génocide ou pas, il faut des conditions extrêmement précises, intentionnalité, victimes pour ce qu'elles font et non pas pour ce qu'elles sont, hein, pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles font. Les résistants ne sont pas victimes d'un génocide puisqu'ils ont combattu. Donc ce sont des victimes de guerre, mais ce ne sont pas des victimes du génocide, etc., etc. Le simple fait que nous discutions en historien pour bien comprendre, expliquer et contextualiser le génocide, puisque les historiens sont d'accord pour dire que c'est un génocide, eh bien, nous a valu une algarade de la part d'une personne probablement d'origine ukrainienne, mais peu importe, en nous disant c'est de la masturbation intellectuelle. Hein, le terme a été employé. Donc on a passé un long moment à essayer d'expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que le devoir de mémoire ne peut être sain, hein, ne peut être créateur d'unité, de cohérence, d'unification qu'à partir du moment où il est adossé à une bonne connaissance de l'événement. Sinon, eh bien, on va, continuer à gratter la plaie du traumatisme, la grande famine ukrainienne, la colonisation, hein, l'arabisation, hein, la façon dont les Kabyles sont traités dans l'unité algérienne. Hein, eh bien, si on n'adosse pas ça à une connaissance distanciée, qui est celle que peuvent faire les historiens, eh bien, dans ces cas-là, et encore une fois, connaissance distanciée qui ne nie pas la plaie
qui ne la nie pas puisqu'elle la pose pour l'étudier, hein. Mais si on ne s'appuie pas sur cette connaissance distanciée, eh bien, à ce moment-là, la mémoire ne pourra être qu'une mémoire qui entretient la plaie, hein, qui gratte la plaie. Hein. Et c'est pour ça que je plaide pour que le détour du travail mémorial, plutôt que le travail mémoriel, fasse un détour par la connaissance historique. Hein. Et l'une ne remplace pas l'autre. Elle est un socle sur lequel la mémoire pourra, me semble-t-il, se construire. Et ce sera ma conclusion. Je voudrais quand même rappeler, c'est-à-dire la démocratie, comment dirais-je, c'est une éducation, c'est une pédagogie, hein, l'utilisation à bon escient du suffrage universel. Elle a fallu qu'elle le fasse à partir de Bretons qui parlaient le breton, à partir d'Occitans qui parlaient l'occitan, de Provençaux qui parlaient le provençal, etc., etc. Donc elle a eu son universalisme qui s'est heurté à la différence, à la diversité. Hein. Alors, elle ne l'a pas toujours bien faite, hein. La question n'est pas là. Hein. Et certains des Alsaciens se souviennent, aussi bien dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20-30, ils sont porteurs de cette mémoire-là, qu'après la guerre en 46-47, hein, de la règle qui tapait sur les doigts des enfants qui parlaient alsacien dans la cour de l'école. Hein. Donc, je ne dis pas qu'elle a su bien le faire, mais c'est une question qu'elle a dû avoir à traiter. Hein. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas su bien le faire vis-à-vis de ces régions, et encore plus, évidemment, vis-à-vis des pays qu'elle colonisait? Eh bien, c'est parce que la République de ce 19e siècle et de la grosse partie du 20e siècle était animée par l'idée de progrès, c'est-à-dire par l'idée qu'il y avait des civilisations inférieures et des civilisations supérieures. Attention, ça n'a rien à voir avec le racisme hitlérien, ça n'a rien à voir avec ça, même si parfois l'extrême droite française, qui ose se prétendre républicaine, confond bien souvent hein, le racisme culturel et le racisme biologique. Mais je reviens à ma République, elle a commis un péché originel au nom du progrès, pour la bonne cause peut-être, mais au nom du progrès, parce qu'elle a posé l'idée qu'il y avait des peuples primitifs. C'est pour ça que Jacques Chirac a choisi le titre de Musée des Arts Premiers, pour éviter le titre de Musée des Arts Primitifs, parce que ça renvoyait à cela. C'est-à-dire qu'elle a choisi de penser, elle a vu le monde, elle a vu l'histoire, cette République de la fin du 19e siècle, avec le prisme de cette idée qu'il y avait des peuples qui n'étaient pas encore rentrés dans la civilisation. Hein, et que par contre, il y avait des peuples civilisés, qui étaient les peuples justement qui avaient fait naître les valeurs de l'universalisme, c'est-à-dire le peuple français. Et donc, il était la mission civilisatrice de Jules Ferry, etc., enfin, dans le cas de la République, c'était d'amener vers le progrès, c'est-à-dire d'amener vers une culture dont on affirmait l'universel, mais un universel qui était destructeur des cultures qu'il prenait en charge et qu'il visait à sublimer. Et donc, il ne s'agit pas de rejeter la République maintenant, mais au contraire, de repenser une universalité, un universalisme qui replace les cultures dans leur égale dignité, qui se fonde sur la diversité, mais sans abandonner l'universalité. Parce que si l'on abandonne l'universalité, vous avez bien affirmé que ce n'était justement pas ce que vous vouliez faire, et Yves a insisté sur le danger que cela représenterait, et bien là, en effet, on tomberait sur une république qui ne serait plus que la juxtaposition des différences. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y aurait tout simplement plus de république, puisqu'il n'y aurait plus d'universalisme. Voilà ce que je voulais faire pour terminer. Merci Madame Lito. La parole était à Laxane Messavi. Bonsoir, je vais me présenter brièvement. Donc, je viens de Lyon et j'assure la présidence de l'association Val Grand Lyon, donc établie dans cette région, et qui existe depuis une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, ma présence elle est principalement liée au fait que nous avons conduit sur les 24 derniers mois un projet qui met en jeu cette question de mémoire. Alors, moi je vais définir ce que je vais mettre derrière les mots mémoire avec des mots plus simples, c'est vécu, c'est restitution, c'est histoire personnelle, c'est parcours des individus.
Hein, donc quand vous entendrez le mot mémoire, je renvoie à des choses beaucoup plus simples. La réalité, c'est que on parle de mémoire, il faut qu'on la trouve. La difficulté à la c'est que procédant d'une histoire un peu particulière, dont les personnes qui se sont établies en France, ressentiment transparaissait de leur témoignage. Du coup, on en retire comme conclusion que toute restitution de vécu difficile n'est pas forcément une interpellation violente de la société ou des gens avec qui ça a été vécu. Et ça a été extrêmement fort quand nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, des femmes, aujourd'hui de plus de 60 ans, puisque le public, et j'en dirai deux mots juste après, est aujourd'hui essentiellement composé de femmes ayant entre 60 et 80 ans, ont été violées, ont vu leur mère violée, ont vu leur père flingué. J'en passe, je ne dis pas ça pour prendre plaisir à dire attention, c'est une mémoire particulière, non, c'est pour dire, eh bien, quand elles l'ont restitué avec une sérénité. Moi, j'en suis resté, je vous avoue, extrêmement pantois. Et je me suis dit, à chaque fois que je lis un document, et j'en ai plein là autour de la table, ou que j'entends qu'on parle de cette question, on dit attention, comprenez, on va restituer un vécu sur une période qui est difficile, c'est peut-être le moyen ou le moment encore de remuer des choses pas très sympathiques sur nos histoires, ça va donner lieu encore à une transmission sur des événements qui sont compliqués, on va encore s'en servir, finalement on n'en sort jamais. Moi je peux vous garantir, et vous pouvez faire l'expérience autour de vous, aujourd'hui, bon nombre de personnes ont pris de la distance avec ces événements et sont capables de restituer des choses extrêmement violentes et monstrueuses avec de la sérénité. Elles n'oublient pas, mais elles sont déjà passées à autre chose. Donc, confiance, distanciation, c'est vraiment les éléments qui transparaissent de cette expérience. Et puis, j'allais dire, validation, acceptation, ou la capacité qu'ont les autres à entendre ces éléments. Hein, donc, ces restitutions de vécu. Donc, voilà ce qui transparaît en résumé du projet que nous avons conduit et qui va donner lieu dans quelques semaines à la restitution sous la forme d'un ouvrage. Ce que je voudrais dire, c'est pourquoi on l'a fait. Pourquoi on l'a fait, pourquoi on s'est dit finalement, cette question-là, elle nous intéresse aussi. Aujourd'hui, globalement, notre association fait de l'animation socio-culturelle et éducative. Propose énormément d'activités à destination des enfants, des jeunes et des moins jeunes, de la pratique, de la consommation culturelle courante et éducative. Mais à un moment, on est obligé de s'inscrire dans un tout, et quand on s'inscrit dans un tout, on s'interroge sur soi-même, d'où l'on vient, où va-t-on, et de quoi sommes-nous porteurs. Il y a un enjeu de transmission, il y a un enjeu de légitimité de cette mémoire-là, de la restitution de ce vécu-là. Il a un sens parce qu'il a existé. Il a un sens pour nous qui sommes en filiation de ces personnes-là. Il a un sens par rapport à la société dans laquelle on vit, puisqu'effectivement, si l'on veut que le devoir de mémoire républicain s'exerce, il faut d'abord que cette mémoire soit objectivée. Et donc, il faut qu'elle soit restituée. Je ne parle pas de travail d'histoire, je parle de travail de restitution. Il faut au moins déjà la faire émerger. Premier élément. Deuxième élément, il y a quand même un gros souci avec la parole des femmes dans la société. Alors, il est global, il est encore parfois plus prégnant pour les femmes d'origine berbère, c'est le public avec lequel nous avons travaillé, et il y a de prime abord une vraie résistance à livrer sa parole en tant que femme, parce que non seulement déjà ce qu'on a vécu est déjà très compliqué, mais en plus socialement, notre parole n'est pas valide. Donc on a souhaité faire ce travail avec des femmes pour dire, je crois que c'est l'inverse qu'il faut se dire. La parole dont vous êtes porteuse, les récits que vous devez de nous faire partager, eh bien, ils ont un sens, ils ont une valeur. Et puis enfin, dans le monde dans lequel vous vivez, parce que la mémoire que vous portez, elle n'est pas valable que pour vos familles et que pour vos enfants, elle est valable pas que pour les berbères,
Elle est valable dans le quartier où vous vous trouvez. Et c'est une des suites qu'on va engager sur le projet, c'est que ces femmes vont aller dans les écoles pour restituer cette parole, pour dire « Ah, mais nous avons souffert, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on nous a fait, les malheurs, la misère. » Non, c'est pour dire « Écoutez, aujourd'hui, je suis peut-être venu d'ailleurs, ça fait 40, 50 ans que je suis en France, je parle peut-être même pas le français, je ne sais pas lire, je ne sais pas l'écrire. Mais en tout cas, je n'ai pas rien vécu, je ne suis pas rien. Je ne suis pas rien en tant qu'être humain. J'ai vécu des choses et celles-là, j'ai envie de vous les dire. À vous de vous les approprier, de vous les accaparer, d'en faire ce que vous voulez. Mais c'est extrêmement important en termes de valorisation, c'est-à-dire simplement humaine. Et puis, enfin, ce que je voudrais dire, c'est sur la légitimité que l'association peut se permettre de travailler sur cette question-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la question des mémoires, on sort à peine d'une période très récente où l'on disait « oulala, si c'est eux qui s'occupent de leur propre mémoire, ça va être quand même compliqué ». Je crois que cette légitimité, elle doit se construire parce qu'elle repose aussi sur le rapport de confiance qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Et c'est ce que vous évoquiez, me semble-t-il, il y a quelques instants. Je crois que j'ai le droit d'interroger mon père ou ma mère ou mon voisin sur la mémoire de gens qui me sont assez proches du réseau de l'histoire, de la filiation et autres, et que le doute ne doit pas s'instituer sur une hypothétique manipulation, soit de la parole, soit des événements. Je ne suis pas historien, mais par contre, j'ai le droit de m'intéresser à cette question. Et cette légitimité, alors, elle peut apparaître comme étant un vif besoin de reconnaissance. Moi, je le traduis comme un vif besoin d'être utile à la société dans laquelle je vis. Et de dire, oui, cette mémoire-là, moi, je veux m'en occuper. Je peux m'en occuper pour la manipuler, je veux m'en occuper pour l'objectiver. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on a parfois le sentiment qu'il n'existe pas de mémoire. Quand vous passez dans certains quartiers, parce que les femmes avec lesquelles nous avons travaillé sont issues de périphéries lyonnaises, quand on passe dans certains quartiers, on a l'impression que ces femmes, elles n'ont pas de mémoire, pas de vécu, elles baissent la tête, elles font leurs courses, elles vont chercher les petits-enfants à l'école, elles remontent à la maison, et puis voilà, c'est rien, c'est pas très dur de vivre finalement pour elles. Non, c'est pas ça la réalité. Donc, c'est de dire, voilà, il y a une vraie légitimité pour tous de faire ce travail de collectage, d'objectivation, de restitution aux institutions, de se les approprier et de faire qu'en sorte que ça soit le bien commun. Aux historiens de faire le travail pour dire finalement il y a des choses qu'on n'avait pas vues ou des choses qu'on savait et il est clair que ceci est bien existant, c'est opérant parce qu'il se passe des choses aussi qui sont en lien avec la transmission, un rôle éducatif qui ne se fait pas qu'à l'école et là je l'apprends à personne. Donc cette légitimité nous apparaît nous extrêmement importante. Et enfin, c'est l'inscription patrimoniale. Aujourd'hui, on raisonne par le prisme des valeurs universelles. Moi, je veux bien. Dans universel, on peut tout y mettre. Moi, je vais y mettre des choses d'abord très simples et premières. Pour moi, la patrimonialisation de la mémoire est un objectif premier dans tout ce qui se fait et toutes les interrogations qui se font sur cette question. La mémoire de ces femmes, c'est la mémoire de la France. Et même si on est venu de l'extérieur, même si on a vécu la France à l'extérieur, parce que c'est le cas de ces personnes pour la plupart, quand on a vécu des choses en France, c'est la mémoire de la France. Et des Français. Donc je crois que c'est extrêmement important, c'est une nouvelle manière de construire ces choses. La France est un pays d'immigration, c'est l'un des seuls en Europe qui a vu la population venir vers elle et non pas partir vers les Amériques ou vers d'autres cieux. Donc, je crois que l'intégration, ça joue aussi sur cette dimension-là. Je crois que c'est extrêmement important. Je crois qu'il faut se dire qu'il n'y a pas que des risques à la mémoire, il y a que des enjeux favorables. Je crois qu'il faut encourager tout le monde à faire œuvre de restitution de son vécu. Ça a un sens pour les personnes, ça a un sens pour leurs proches, ça a un sens pour les gens qu'ils côtoient, pour la cité dans laquelle ils vivent, pour les lieux dans lesquels ils ont vécu, par les lieux où ils sont passés, et pour ce qu'ils laisseront lorsqu'ils seront partis, parce que c'est comme ça que la vie, elle est faite. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette expérience qui, nous, a duré 24 mois, qui est fabuleuse. C'est 16 femmes qui ont fait
ce choix de nous faire confiance sur ce projet. Je crois que c'est le début d'un processus extrêmement intéressant qui rétablit aussi des liens entre les générations. C'est nos mères ou nos grands-mères, nous on est les petits-enfants, puis derrière nous viendront d'autres. Donc c'est rétablir aussi ce lien, c'est redonner de la valeur aux gens, à leur vécu, c'est redonner de l'espoir à finalement à des gens qui pensent que quelque part on ne les entendra jamais, ou on les connaîtra jamais, pas dit les reconnaître, on les connaîtra jamais. Je crois que c'est un enjeu particulier. Moi, je ne vois pas, a priori, derrière la question mémorielle, que des enjeux difficiles à surmonter. Et puis enfin, je dirais que c'est le moyen de donner une conscience politique à tous ces gens qui procèdent par filiation, première, deuxième, troisième, quatrième génération de l'immigration. Je crois que c'est important de leur dire qu'aujourd'hui, dans cette société, ils sont quelque chose, même dans l'histoire, même dans les mémoires. Et cette conscience politique, c'est avoir la sensation que quelque part, quand je parle, je suis respecté aussi pour ce qu'il y a dans ce que je ne dis pas. Et c'est extrêmement important. Ça joue aujourd'hui pour beaucoup de populations qui ont vécu des choses monstrueuses. Il faut que dorénavant, ça puisse le devenir pour des personnes. Donc globalement, la légitimité sur ce point-là n'est pas encore établie. Je parle principalement des gens venant de l'Afrique du Nord. Donc voilà ce que moi je peux vous dire sur ce projet-là qui a été mené à Lyon et qui donnera lieu à un ouvrage et que l'on rendra disponible, je l'espère, très, très prochainement et au plus grand nombre. Donc ces femmes berbères ayant vécu la guerre d'Algérie, je vous dis d'une sérénité vraiment à toute épreuve. Voilà, j'en dis pas plus. Merci. Merci Laxen. Moi je trouve que c'est une excellente initiative et j'imagine bien la suite avec une collaboration avec des historiens. Il se trouve que M. Frey m'en parlait, Mme Vito m'en parlait tout à l'heure, de vouloir, comme ça, de cette volonté et de projet d'essayer d'interviewer des gens issus de l'immigration pour justement donner un petit peu leur point de vue. Juste peut-être répondre, excusez-moi, juste, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait deux points de votre intervention semblaient marquer un écart par rapport à ce que vous avez compris de ce que nous avions dit. Le premier point, qui n'est pas le premier dans ce que vous avez dit, dans l'ordre de ce que vous avez dit, mais qui est plus facile, me semble-t-il, à dire, c'est que je suis totalement d'accord avec vous, comme historienne et pas seulement comme citoyenne, que la création d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, qui donc sépare l'identité nationale française des populations issues d'immigration, est un scandale scientifique. Comprenez-moi bien, il est impossible de... Nous sommes tous des métis, nous sommes tous comment dirais-je, oui, nous sommes tous des métis. Donc ça, je pense que scientifiquement, je ne le dis pas seulement comme citoyenne de gauche, entre guillemets, mais je suis complètement persuadée qu'il est absurde, dans quelques régions de France que ce soit, y compris l'Alsace, et son alsacianité à racines, de dissocier les phénomènes migratoires qui seraient différents, enfin non constitutifs de l'identité nationale. Maintenant, on est bien d'accord aussi que, et vous et nous sommes obligés d'isoler des courants migratoires ou des groupes migratoires. Vous êtes une association berbère, donc vous êtes obligés, pour des raisons de connaissance, d'isoler une catégorie que vous allez étudier, et là en l'occurrence donc les femmes berbères, pour lui les Polonais, etc. Mais ce passage par la différence ne doit pas induire qu'on ne fasse pas partie du tout. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez en quelque sorte plaidé pour que la mémoire soit constituée indépendamment des historiens ou que nous aurions laissé penser que nous pensions que seuls les historiens pouvaient récolter ou valider la mémoire. Pas du tout. Il est clair en effet que nous, historiens, nous allons travailler à notre manière, mais sans substituer ou sans décréter que nous allons apporter un savoir de plus à la place d'eux. Mais nous allons travailler en historien
sur la mémoire. Et s'il y a une chose que nous, les historiens, nous ne saurons jamais faire par aucun de nos discours, c'est parler à la place des témoins. Je ne prendrai qu'un seul exemple, l'expérience de la Shoah ou l'expérience de la concentration, de l'expérience concentrationnaire à Auschwitz, Birkenau, Majdanek, etc., ou dans le Goulag, hein, ou dans les camps Khmer Rouge. Eh bien, jamais aucun historien n'approchera à 10 km, à 100 km, ou à 1 mètre de cette expérience-là. Elle est indicible par les historiens. Elle n'est peut-être dissible que par les témoins eux-mêmes. D'accord? Et quand on parle de l'expérience concentrationnaire, moi je dis que les poètes, les peintres, les musiciens approchent beaucoup plus, en tous les cas approchent un peu, alors que nous, pas du tout. Donc nous pouvons faire des thèses, et nous avons besoin, et il faut que nous travaillions cela, mais jamais nous ne pouvons prétendre être à rendre compte d'une manière ou d'une autre, approcher d'une manière ou d'une autre, du vécu. Il est totalement irremplaçable. Totalement irremplaçable. Et tu peux envie tout de suite de réagir aussi. Juste une petite chose. Vous avez terminé votre intervention et vous dites non, finalement, il n'y a pas d'enjeu difficile à surmonter dans le travail que vous avez fait. Et bien moi j'en vois un, qui est celui de la diffusion. Voilà. Le problème, non, mais si vous, voilà, le problème, vous, le travail que vous faites, moi j'espère que vous nous donnerez les références de l'ouvrage. Mais ensuite, si cet ouvrage, ça reste dans un petit comité, si vous en vendez 200 ou 400, et c'est là où je veux signaler quand même l'initiative et qu'il y a eu la réalisation qu'il y a eu à Paris de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui est quand même la première fois en France où il y a un lieu où l'immigration, même si vous n'aimez pas le terme, je m'en excuse, se montre et où les gens peuvent aller voir de près, toucher de près, où les témoignages sont inscrits, où les gens peuvent lire des témoignages, etc. Donc voilà, si vous voulez, nous on a dans notre domaine aussi, on se bat, pas quotidiennement, non, mais on se bat pour ces histoires de diffusion. Parce que si on reste toujours dans des espèces de petits cénacles, si vous voulez, dans l'opinion publique, les choses ne changent pas. Or, le travail que vous faites, il est très intéressant, mais il faut qu'il puisse aller dans l'opinion publique. Et j'allais dire que je fais exprès d'employer ce terme-là, de contaminer les idées. Si les idées ne sont pas contaminées, bon, ça va rester un petit truc à part. C'est ça. Vous avez fait 2-3 remarques, enfin, monsieur Frey, sur lesquelles je voudrais revenir. La première chose que je voudrais dire, moi j'ai eu la chance, M. Messani m'a permis de rencontrer la collecteuse de mémoire, Martine Kaya, donc, qui a travaillé avec ce groupe de femmes pendant ces 2 ans. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a parlé de ce groupe comme un groupe de femmes immigrées. Voilà. J'ai rien contre l'immigration, ça désigne des choses précises, etc. J'ai voulu faire passer un message tout à l'heure. Et donc moi je vous dis, mais attendez, elles ne sont plus immigrées maintenant, elles sont arrêtées d'immigrer. Voilà. Même si de temps en temps, elles font comme les Irlandais, vous savez, de temps en temps un petit voyage de ci, de là, il n'empêche qu'elles ne sont plus immigrées. Alors je me dis, mais qu'est-ce que vous connaissez d'elles? Parce que vous allez reconstituer leur mémoire, et vous savez que c'est très difficile de reconstituer une mémoire, parce que la mémoire, c'est le fouillis, il faut remettre de la chronologie, c'est tout un travail très très ardu et très difficile, quoi. Et je me suis rendu compte qu'elles ne les connaissaient pas pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire qu'au départ, elles ont quand même été structurées comme des femmes berbères, avec leur histoire, etc. La première chose que je lui ai dit, c'est que vous devez quand même d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une femme berbère, quelle est l'histoire, de quoi elle est porteuse dans la société. C'est des éléments, j'allais dire, de base pour vous, pour comprendre ce qu'elles vont vous dire et le resituer. Voilà. Si je prends cet exemple, c'est pour dire que ce travail de mémoire, ça doit être l'occasion de revaloriser l'image des personnes issues de l'immigration, et de les regarder pour ce qu'elles sont un petit peu dans leur pluralité, dans leur
dans leur totalité. Ça, c'est vraiment important. Parce que c'est une des conditions pour ce travail de mémoire, pour ces personnes, eh bien, ils en sortent un petit peu reconstruits, que ce soit positif et qu'ils n'en sortent pas, plus cassés d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, la question de l'entre-soi que vous avez évoqué, M. Frey, le danger de l'entre-soi, etc. Je me demande toujours, mais c'est un petit peu, des fois, vous avez un côté un petit peu parano, quoi. C'est quand des associations franco-berbères, on va dire issues notamment de l'immigration nord-africaine, prennent la parole, on a ce sentiment, ce soupçon de communautarisme, alors même que vous avez expliqué à juste titre, et je vous en suis tout à fait reconnaissant, la différence entre la notion de communauté et le communautarisme. Moi, je voudrais dire que la démarche est tout sauf l'entre-soi, sauf communautaire. C'est des gens qui prennent la parole dans la société. Si on est là devant vous, on n'est pas dans une grotte, on n'est pas dans un endroit caché, on y a échangé avec nos concitoyens. C'est le contraire même de cette démarche. Je veux le dire parce que, effectivement, c'est un petit peu un réflexe qui existe souvent dans la société quand une autre personne qui est un peu différente prend la parole, on se dit est-ce que finalement il n'est pas communautaire? Alors on ne se pose pas la question quand les agriculteurs manifestent et vont démolir ce convicture. Mais c'est pas grave, c'est la société. Voilà. Donc voilà, je voulais absolument le dire parce que moi je crois que souvent c'est plutôt le regard de la société qui est un peu biaisé. Parce que je dis aujourd'hui, le devoir de mémoire, pourquoi aujourd'hui la société française, au sens large, ne propose-t-elle pas aux associations franco-berbères de participer aux célébrations du 11 novembre, aux célébrations du mai 45. Après tout, un certain nombre de nos ancêtres, on va dire, ont participé et ont donné leur sang et sont enterrés, souvent de manière anonyme, dans des fosses communes, ici ou là. Aujourd'hui, il n'y a pas cette démarche. Je veux dire, on est tenu un petit peu à l'écart de cette histoire, comme si les 3 guerres mondiales auxquelles on a participé par la force des choses, c'est comme ça. Bon, moi, c'est sûr que je pense qu'il aurait été préférable de être là, mais c'est comme ça. Eh bien, nous étions étrangers. Non, c'est quelque chose qui nous rassemble. Moi, je le dis aux élus, quand je les rencontre. Vous devez maintenant faire en sorte que ces associations, même si elles ont une dimension communautaire, c'est comme ça, c'est l'histoire, eh bien, soient partie prenante du pacte social et du pacte républicain. Ça veut dire pour les associer à ça. C'est aussi un travail psychologique pour eux, parce que du jour au lendemain, comme ça, c'est pas ça. Mais je dirais qu'il faut que l'entre-soi, effectivement, c'est un danger, mais c'est un danger aussi si le regard qu'on porte vis-à-vis de l'autre, il est simplement le regard de la méfiance et du soupçon. Donc, moi, je le dis, les associations franco-berbères sont prêtes à participer, sont prêtes à être partenaires de cette mémoire-là, qui est aussi la leur. Il faut qu'ils prennent conscience qu'elle est aussi la leur, comme tous les habitants de ce pays. La deuxième chose, et c'est peut-être à l'inverse, M. Frey, là, je trouve que vous avez raison, moi je pense que ça s'exprime peut-être, voilà, je crois qu'il y a la peur de la dépossession. Voilà. Nous, on est issus de gens, je vous ai dit, dominés, qui n'ont pas beaucoup pris la parole, à tort ou à raison, c'est comme ça, c'est l'histoire. On a l'impression, je dis bien on a l'impression, de commencer à prendre la parole, et je crois que c'est la peur que cette parole soit confisquée par des plus intelligents, des plus brillants, j'allais dire, alors même que c'est ça qui va nous permettre, entre guillemets, d'émerger, de sortir la tête de l'eau et puis d'être visible dans la société. Alors c'est peut-être ça qu'on peut ressentir peut-être quelquefois comme étant l'expression de l'entre-soi. Et je crois que c'est surtout le fait qu'on ne veut pas être dépossédé de quelque chose qui doit nous aider à nous construire ici et là. C'est très très important, parce que être dans la société française, c'est être citoyen à part entière, mais c'est aussi être ce que l'on est, c'est-à-dire que l'intégration, comme on dit souvent, c'est pas la désintégration, c'est même l'inverse, je crois. Oui. Et ben pour la mémoire, je crois que c'est un petit peu le sentiment qu'on a. Et puis M. Messali a évoqué un point qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais qui me semble essentiel. Vous l'avez évoqué vous-même au travers du travail de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, c'est la question de la patrimonialisation de toute cette histoire, qui est une démarche nouvelle à l'échelle nationale, à l'échelle locale aussi, et sur laquelle il me semble qu'il y a un travail qui doit se faire en associant, me semble-t-il, ces associations. C'est-à-dire que l'effort que nous devons faire, c'est que ces associations, j'allais dire, d'origine communautaire ou qui ont une base communautaire, soient des associations aussi citoyennes. Ça tient à eux pour partie, moi je le dis, et nous faisons l'effort d'organiser ces débats, et nous faisons l'effort d'aller au contact des élus, nous faisons l'effort
même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'était aussi à la société, c'est-à-dire que le reste de la société s'ouvre à ces gens-là, les regarde comme des égaux et les fasse participer. Voilà, je voulais rajouter ces deux points par rapport aux interventions. Merci à tous. D'abord, je tiens à remercier Yazid Igdoumi pour la coordination des Berbères de France qui a ouvert le débat, qui est passionnant. Donc Yazid nous a un petit peu exposé l'objectif et puis ce qu'on attend de tout ça. Et je remercie aussi nos deux historiens qui nous ont donné quelques clés pour comprendre l'histoire. Je retiens une chose, c'est que la fabrication de l'histoire, c'est une chose, mais l'impression n'est pas celle-là. C'est-à-dire on a l'impression que cette mémoire n'est pas fabriquée, mais plutôt qu'elle est naturelle. Donc vous nous avez un peu ouvert les yeux. C'est très bien. Et puis vous avez aussi noté que la mémoire ne peut être ouverte et unificatrice que si on a une bonne connaissance de l'événement et des événements. Et ça, c'est une chose qui nous ramène justement à un travail en profondeur avec les communautés. Donc là, il y a du travail à faire. Et puis aussi, notre objectif, c'est que notre mémoire soit intégrée. Et du coup, bien sûr, ça nécessite une vision nouvelle de l'universalisme. Et ça, c'est une bonne chose, je veux dire. Et là, les historiens et les communautés et les individus doivent travailler ensemble pour arriver à quelque chose. Bien sûr, les politiques aussi doivent mettre la main à la pâte et je dirais que beaucoup doit passer par eux. Et on voit bien qu'il y a des expériences au sein de la communauté qui font un petit peu bouger les choses, où on essaye de diffuser de l'information et de montrer quelques facettes et quelques éléments de la mémoire de la communauté. Alors, je dirais que maintenant le débat est ouvert. Hein. Je voulais aussi signaler un point. Il ne faut pas qu'on ait l'impression aussi que nous avons des communautés qui ont une mémoire claire et nette, etc., qu'elles essayent de diffuser à l'extérieur. Mais il est clair aussi qu'au sein même de la communauté, la mémoire n'est pas évidente. Je veux dire, il y a aussi un travail intérieur à faire et un travail extérieur, et un double travail, de mon point de vue, à réaliser. Voilà. Donc, voilà quelques éléments de rappel. Maintenant, on va donner la parole aux participants présents ici. Peut-être. Voilà. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis le président d'une association qui lutte contre les discriminations, racisme, etc. SOS Racisme, pour ne pas le nommer, donc je préside le comité local, l'Alsace, etc. En tout cas, moi j'ai écouté vos brillantes exposés, tout ça c'était très très bien, et je prends la parole pour dire ceci. Je suis un peu fatigué, moi personnellement, par cette histoire d'universalisme français. Je me demande même si à la langue ce n'était pas une imposture, cette histoire-là. Je m'explique. Il a été dit, je vois que monsieur qui a parlé de l'histoire du musée de l'histoire de l'immigration, etc., etc. J'ai été frappé par une scène, mais vraiment, j'étais très malheureux ce jour-là, quand M. Chirac est parti, donc c'est cette histoire, le musée a été ouvert le jour de l'immigration. Voilà, les ministres issus de l'immigration que M. Sarkozy a nommés, Mme Ramayat, Mme Rachida Dati, Mme Fadela Amara, j'attendais que ces personnes aillent justement faire visiter cette affaire-là pour justement, écoutez, marquer, elles sont issues de l'immigration. Elles ne l'ont pas fait. Je ne sais pas, pour dire justement, pour nier cette histoire. Alors moi j'ai l'impression que l'universalité français c'est ça. C'est voilà, on s'installe dans l'universel, mais il faut nier qui vous êtes soi-même. Alors je trouve qu'on ne peut pas, cher monsieur, s'installer dans l'universel si on ne peut pas. Oui. Non, je vais terminer. Oui, on ne peut pas. Il est complètement fou de faire croire aux gens que l'universel, on peut s'installer abstraitement comme ça dans l'universel. L'universel passe par le particulier. Et je suis tout à fait d'accord quand le monsieur a parlé de la mémoire, parce que la mémoire c'est son vécu, etc., etc. Et voilà.
là, je veux mettre vraiment le pied tout à fait dans l'actualité. Il s'est passé quelque chose de bouleversant aujourd'hui aux États-Unis. Monsieur, moi j'ai regardé la campagne, je l'ai suivie, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'intérêt, parce que le monsieur Obama, je ne peux pas dire, voilà, il me ressemble, je me retrouvais tout à fait en lui, etc. Mais ce qui m'intéressait beaucoup en lui, c'était quoi? C'était son discours à lui. Ce monsieur, il disait, il assumait d'être noir. Les métis, hein, chez eux, dès qu'on a une coupe de sang, il disait, voilà, moi je suis noir. Donc il a affirmé son identité avec une certaine fierté en disant justement, mais pour autant, je ne vais pas m'enfermer avec les noirs. Mon identité, il faut que je l'ouvre pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. Moi, j'ai le sentiment qu'en France, une affaire comme ça, surtout cette façon de s'affirmer en tant que qui on est, pour pouvoir s'ouvrir vers l'universel, c'est quasiment impossible. Je sais pertinemment que l'histoire des États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France, mais parfois, il peut être sain de regarder vers les autres pour avoir la meilleure idée de ce qu'on peut faire chez soi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi du côté des Américains qu'on a diabolisé, qu'on prend toujours comme des imbéciles en France? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose aussi à tirer de ce côté-là? Première question. Deuxième question, très vite, je vois beaucoup de jeunes dans nos permanences. On a eu à discuter énormément sur cette histoire du sifflement dans les salles, etc. Voilà ce qui me ramène. Ils me disent, monsieur, écoutez, quand de noirs, on fait des grimaces dans un stade, avec des grimaces des singes, des singes qui s'agressent aux noirs. Pourquoi les hommes politiques, droite et gauche confondus, n'ont pas la même réaction indignée par rapport à ce qu'ils ont eu sur cette histoire de sifflement? Voilà, j'ai dit. Je ne vous réponds pas parce que sur ce que vous avez dit, moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Simplement, je vous donne des précisions sur cette histoire de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Donc cette Cité nationale de l'immigration n'a jamais été inaugurée officiellement. Le gouvernement français actuel et le pouvoir actuel français de M. Sarkozy refusent absolument d'inaugurer cette cité. Car cette cité, c'est le contraire du ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Elle s'est faite contre. C'est une initiative qui date du XXe siècle encore, c'était l'époque de Jospin, c'est sous le ministère Jospin qui a eu l'idée, qui a été reprise dans un but qui était d'ailleurs pas tout à fait clair par M. Chirac, qui a délégué un de ses très proches, M. Jacques Toubon, qui a dirigé tout ceci, et Toubon l'a mené à son terme en s'opposant à l'intérieur même de son propre camp aux sarkozystes, et il est arrivé à la mener à son terme et à l'ouvrir. Mais le gouvernement, les autorités actuelles françaises refusent de reconnaître cette cité. Et elle a ouvert il y a à peu près un an, hein, c'est en octobre 2007 que ça a été ouvert, et il n'y a jamais eu d'inauguration officielle, et il n'y en aura jamais. Jamais. Il y a un refus absolu du pouvoir actuel de reconnaître ceci, parce que c'est contraire à son idée de séparer, comme l'a dit Marie-Claire, d'un côté l'immigration, de l'autre côté l'identité nationale. Puisque la cité vise justement à intégrer l'immigration dans la construction de la nation française. Donc c'est une opposition totale, et c'est un problème politique. Il y a eu, et je peux vous dire pour la petite histoire, Sarkozy et ses amis ont essayé de susciter chez les historiens un groupe dissident de la Cité nationale de l'immigration. Et ils se sont cassés les dents, ça n'a pas marché. C'est-à-dire ils ont pu recruter personne. Et depuis, passez-moi l'expression, ils font la queue. Voilà. Non, moi j'y suis pour rien, hein, mais voilà. Ça ne peut pas arriver en France. Moi j'en sais rien, l'avenir nous le dira. En tout cas, je constate la différence entre ce qui s'est passé aux États-Unis et les ministres français, c'est que M. Obama, il a été élu. Ça veut dire que c'est la société américaine, globalement dans son ensemble, même s'il y a des différences selon les groupes, etc., qui l'a désigné. C'est pas, j'allais dire, un chef supérieur qui dit, ben voilà, je vais mettre ça. Bon. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Alors aujourd'hui, on nous dit que la société française serait prête à ça, que c'est le système qui bloque, les partis, etc. Eh bien, on verra. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un signe intéressant, c'est un signe positif. Il faut qu'on essaie de le capitaliser pour pouvoir avancer ici en France, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse le procès
de la France à partir de là, parce qu'on ne peut pas comparer les histoires. Maintenant, ce qui est important, ce que je partage avec vous, c'est qu'effectivement, il faudrait que la société française ressemble à la manière dont elle est composée, et que les gens qui la font vivre aujourd'hui, qui sont plus des populations urbaines, des populations voilà, de la ville, eh bien, soient présents dans les institutions françaises, alors qu'aujourd'hui, nos institutions, elles sont faites pour un monde des années 50, un monde qui était essentiellement rural. Voilà, et on le voit au Sénat, voilà, on le voit dans les conseils généraux, c'est pas une critique, c'est un fait. Alors qu'aujourd'hui, la population a complètement changé, elle est beaucoup plus bigarrée, elle est beaucoup plus urbaine, et malheureusement, elle n'est pas dans les institutions où il y a le pouvoir. Voilà. Je vais donner la parole au monsieur qui est là. Est-ce que vous me permettez de dire sur ce qu'a dit Anna, ou je vous laisse? Moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Ce que je voulais dire dans la notion de distanciation, qui était une notion temporelle, c'est-à-dire entre le moment où les choses ont été vécues et le moment où elles sont restituées, il s'est écoulé des choses, et ça n'a pas été sans incidence sur aujourd'hui le ressentiment qui pourrait exister. Si j'ai dit ça, c'est parce que vous prendrez tout ce que vous pouvez avoir de littérature sur la question de la restitution des mémoires ou des vécus. Il y a globalement une crainte qui est très fréquemment exprimée sur le fait de dire que ça va être essentiellement une restitution victimaire des événements, et que du coup, si tout le monde y va de sa victimisation, on va, de ce point de vue-là, sur la question de mémoire et de la restitution des vécus, vers un affrontement des vécus, et que finalement la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut faire France ensemble si tout le monde est plutôt en attachement avec un vécu de souffrance, et que tout le monde vient là en disant mais moi aussi j'ai souffert, mais moi aussi j'ai souffert. Finalement, on est dans des situations de blocage, puis finalement, on va commencer à mesurer les souffrances, laquelle est la plus intense, laquelle est la plus ancienne, laquelle est la plus dure, elle est comparable, pas comparable. Ce que je voulais juste dire, c'est que notre petite expérience sur un échantillon de 16 femmes ayant vécu des choses terribles, la restitution, elle est sereine. Elles disent des choses monstrueuses, mais sereinement, et elles ne se posent pas en tant que victimes. Il nous faut 18 mois pour leur dire, s'il vous plaît, dites si vous avez des choses à dire en lien avec le sujet. À partir du moment où elles disent, ah, vous voulez savoir? Ben voilà ce que j'ai vécu. Un point, c'est tout. C'est ce que je voulais dire dans la notion de distanciation. C'est pour ça que je disais à M. Frey, moi, je n'ai pas de crainte sur des affrontements. C'est l'utilisation politique. Qui donne une perspective, ou historienne, parce que je rappelle, on suit un peu l'actualité avec Aristote au Mont-Saint-Michel, qu'on rouvre encore des questions assez compliquées sur la philosophie et le cheminement des idées philosophiques, Guggenheim. Je sais pas si voilà. Bon. Donc, c'est l'utilisation scientifique ou l'utilisation politique des choses qui parfois leur donne cette version-là. Et nous, on a l'impression, de notre point de vue, que c'est une crainte qui parfois ne trouve pas son fondement. Donc c'est un a priori qu'on applique pour certains et qu'on n'applique pas de manière universelle. Et cette manière, nous, on est là pour témoigner que c'est pas vrai. L'universel doit se satisfaire de toutes les paroles. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il faut quand même un certain temps que la personne ait fait elle-même une certaine... voilà. Le temps a été respecté un petit peu par les personnes, puisque ça n'est pas l'histoire. La parole est à vous. Je ne sais pas si on a le temps, j'ai 3 questions. Bien. 2 questions pour nos amis historiens. Oui. J'aimerais bien savoir quel est le sens que vous donnez au mot colonisation. Car en Kabylie, le gouvernement algérien empêche justement les Kabyles d'avoir une mémoire. C'est la première question, mais pas de définition Larousse ou du Petit Robert. Ça, je peux voir moi-même. Dans la même optique, vous disiez qu'il n'y a pas d'Alsaciens de souche. Quelle est la définition que vous donnez en tant qu'historien au mot souche? Est-ce que c'est un terme géopolitique ou un terme culturel? Ou un terme végétal. Ou un terme végétal. Mais c'est la culture germanique, le Stamm, le tronc de l'arbre. Et pour nos amis franco-kabyles,
Vous avez raison. C'est une question qui me tracasse et que j'essaie de discuter avec pas mal de gens. Il y a un problème psychoanalytique chez nos... J'aime pas le mot immigré, je suis comme vous, j'aime pas du tout le mot immigré parce que l'immigration est dépassée, selon mon sens. Mais les enfants issus de l'immigration revendiquent le droit à la différence en France. Et quand un Kabyle, je vais parler maintenant de Kabyle parce que moi-même je suis Kabyle, et quand un Kabyle défend son droit à exister, on le traite de raciste et il soutient par là même le gouvernement usurpateur d'Alger. Voilà 3 questions, j'espère que je vais avoir une réponse. Alors là, comme vous ne voulez pas de définition du petit Robert, d'ailleurs que je n'ai pas en tête, ou d'une encyclopédie, donc je ne vais pas repasser les histoires d'exploitation économique, etc. Alors, arrivé à la colonisation, je dirais ceci, pour rester d'ailleurs dans le thème de ce débat, c'est la négation de l'autre. Voilà. En gros, coloniser, c'est nier l'autre, dans ce qu'il est, dans l'endroit où il vit, etc. Voilà. C'est le déposséder. Alors ensuite, vous connaissez certainement mieux que moi la situation de la Kabylie par rapport à l'Algérie aujourd'hui. Là, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Donc c'est une réponse rapide. La deuxième, je ne sais plus. Est-ce qu'il existe, qu'est-ce que c'est que l'Alsacien de souche, enfin, pour nous, historiens. Pour moi, l'Alsacien de souche, on est dans une zone de passage, ça a passé. Ça a toujours passé, ça s'est mélangé, ça n'arrête pas. Ça remonte à l'époque néolithique, 5000 ans avant notre ère. C'est des Danubiens qui viennent de la Turquie actuelle. Vous êtes alsacien, monsieur? Pardon? Vous êtes alsacien? Mon nom est alsacien, mais moi, comme vous l'entendez certainement, que je ne suis pas d'origine. Je demande expressément si vous étiez alsacien, parce qu'en Allemagne, on fait la différence entre Staatsangehörigkeit und Nationalität. Also die Staatsangehörigkeit ist also die Zugehörigkeit zu einem Land und die Nationalität ist das Erleben seiner eigenen Kultur. Je sais pas. Ah, j'ai parlé en allemand. Alors, le droit de la nationalité allemand et français, pour aller très rapidement, pour aller très vite, est justement historiquement fondé. Avec le principe de la Révolution française, on déclare que peut être français toute personne qui adhère aux valeurs de la République. 1792, 1793, 1794. C'est la notion de nation-contrat qui est fondée sur cet universalisme des valeurs qu'on a discuté tout à l'heure à juste titre. Et en réaction, parce que cette notion de tout Français a vocation à être français s'il adhère aux valeurs du contrat républicain, eh bien, cette conception de la nation a légitimé la conquête napoléonienne. Et on est allé apporter la liberté et les valeurs universelles à coups de canon. En réaction à cela, en Allemagne, justement, avec la création des universités, l'université de Berlin, etc., eh bien, on a développé une conception de la nation et de l'identité nationale qui est la nation génie, le Kulturnation. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des différences culturelles entre les peuples, et que les peuples doivent vivre ensemble, qui veulent vivre ensemble, parce qu'ils partagent une culture commune qui est d'ailleurs centrée autour de la Ursprache, c'est-à-dire autour de la langue pure. D'accord ? À cette époque-là, évidemment, à l'aube du 19e siècle, on ne prétend pas qu'une nation est supérieure à l'autre. Ce n'est pas du nationalisme qui va amener à 14-18. À ce moment-là, c'est simplement l'affirmation d'une différence. Autrement dit, vous les Français, vous faites de l'universalisme pour pouvoir nous conquérir. Eh bien, nous disons qu'on ne veut pas être conquis par vous, parce que nous ne relevons pas de votre universalisme, nous marquons notre différence. Résultat des courses, cela veut dire que est allemand celui qui naît, N-A-I-T, allemand. Et donc du coup, face à des venus de populations étrangères, eh bien, il y avait impossibilité qu'ils participent de cette culture allemande du Stamm, qui prend racine dans le lait maternel et dans le terreau des forêts germaniques. Et donc à ce moment-là, on leur a créé des droits
Ce que la France ne fait pas, puisqu'elle prétend qu'il n'y a que deux droits. Ou bien vous êtes étranger, vous n'en avez aucun, ou bien vous devenez français, et dans ces cas-là, vous n'avez plus ni vos droits, ni votre culture étrangère. Donc, les Allemands ont donc fait des différences, en effet, extrêmement subtiles, entre ceux qui sont du folk, hein, auquel faisaient partie d'ailleurs les Alsaciens, ce qui a légitimé l'annexion de 1940, et puis ceux qui ont donc une nationalité liée à cette culture, à ce génie propre, à l'appartenance à ce génie propre, et puis ceux qui vivent, enrichissent, meurent éventuellement en Allemagne, hein, donc qui ont leur place, mais qui ne peuvent avoir qu'un autre type de droit. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, et vous savez que c'est seulement en l'an 2000, donc, que le Code de la nationalité en Allemagne a intégré la notion de droit du sol en complément de la notion du droit du sang. Hein, voilà. Donc, on est là sur des conceptions de la nation qui sont très différentes. Alors, la comparaison est utile. On a fait la comparaison tout à l'heure avec l'Amérique d'Obama. La comparaison avec l'Allemagne que vous introduisez permet de mieux prendre des distanciations avec nos conceptions de l'universalisme. Voilà. Je crois qu'on a répondu comme historien. Par rapport à la question que vous m'avez posée, d'abord peut-être une petite explication, parce que vous avez dit Kabyle, Berbère. J'aimerais vous dire pourquoi, en 2 mots, nous sommes des associations franco-berbères. Alors, je n'insiste pas sur le franco-berbère, mais voilà, on habite dans ce pays, une citoyenne de ce pays, donc voilà. L'aspect berbère, nous avons choisi cela, qui fait débat, quelquefois, parce que nous avons voulu redonner une épaisseur beaucoup plus large à cette question d'identité, c'est-à-dire de faire comprendre aux gens qui sont rattachés à une histoire qui est sur un territoire immense, hein, d'Afrique du Nord jusqu'à l'Égypte, comme on dit, une histoire qui est très très ancienne, j'allais dire qu'on remonte à la préhistoire, voilà. Et puis une histoire du croisement. Hein. Comme vous le savez, les Berbères ne se définissent pas comme une ethnie, ça n'existe pas, parce que vous avez des Blancs, des Noirs, des Roux, et etc. etc. L'Afrique du Nord a été une terre de passage, souvent on dit, la civilisation berbère, voilà, un carrefour, c'est une civilisation du croisement. Donc nous avons voulu redonner cette épaisseur, aussi parce que cette épaisseur nous rattache au bassin méditerranéen, nous rattache à l'histoire aussi, l'histoire avec la Méditerranée du Nord. Je rappelle qu'il y a des Berbères qui ont été des empereurs, qui ont été des papes, qui ont été des grands écrivains. Saint Augustin qui a sauvé, comme on dit, l'église chrétienne, eh bien, était un berbère, etc., etc. Nous avons fait ce choix pour justement qu'on ne soit pas uniquement sur ce qui a fait fracture ou rupture, notamment au XXe siècle. Après, tout à chacun peut par ailleurs, j'allais dire, se rattacher à son village ou à sa maison. Il n'y a aucun souci, mais c'était important de donner cet élément-là. La deuxième chose, vous m'avez interrogé sur le fait qu'effectivement, en Algérie, les Berbères étaient maltraités, que quand ils exprimaient leur droit à la différence, ils étaient à contrario, j'allais dire, vilipendés ou traités de racistes ou je ne sais quoi. Pas en Algérie. En général. En France en général. Ah, moi je crois pas, enfin peut-être alors. La question était alors je vais répondre plus généralement. On oublie l'Algérie. Moi ce que je voudrais dire, c'est qu'en France, il y a des identités. On a raconté, on a expliqué tout à l'heure comment la République française les avait quelque peu maltraités. Le combat que nous faisons en tant qu'association franco-berbère, c'est le combat que mènent les associations alsaciennes, c'est aussi le combat que mènent les associations bretonnes, etc., pour que la part de différence, la dimension culturelle, soit prise en compte dans la société comme un apport et pas comme un danger par rapport au pacte social ou au pacte républicain. C'est-à-dire que ce combat-là n'est pas que d'autres combats à nous, il est un combat partagé avec d'autres citoyens français et européens, hein, puisque maintenant c'est devenu très largement une question européenne et l'Europe a joué un rôle moteur dans l'évolution de cette question en France, au travers notamment de la Charte européenne des langues et cultures régionales et minoritaires, même si en France il n'est pas arrivé là où on aurait souhaité arriver. Il n'empêche que ce combat commence à avancer, qu'on a introduit, c'est vrai modestement, mais dans la Constitution, une prise en compte du patrimoine culturel régional, même si ça reste extrêmement modeste. Et donc nous on le vit, si vous voulez, comme un combat. Alors,
est le nôtre, tout le monde n'est pas obligé de le partager, mais qu'on partage avec beaucoup d'autres citoyens qui ne sont pas des cultures berbères et qui sont d'autres cultures. Moi, je ne crois pas en France aujourd'hui que le fait d'affirmer, moi je crois que c'est plus en France la peur du communautarisme, ou le soupçon du communautarisme qui pose problème, que le fait de considérer qu'exprimer sa différence, c'est exprimer le rejet de l'autre. Je crois que c'est plutôt ça qui a pu poser. Ma question était, je dois intervenir, ma question était mal comprise. Je disais, vous qui vivez en France, et vous qui êtes en France, qui soit né en France, non, qui êtes né en France, je constate une chose, c'est que on demande le droit à la différence ici en France. Yeah. Par contre, les mêmes personnes, et je ne veux pas généraliser, quand on parle sur les problèmes de la Kabylie, hein, peut-être c'est un peu entre parenthèses, quand on parle ici en France, et surtout en France, quand on parle sur les problèmes, les mêmes personnes soutiennent le gouvernement, traitent les Kabyles qui défendent le droit à exister, traitent ces Kabyles-là de racistes. Ici en France, on les traite de racistes et on soutient un gouvernement usurpateur, un gouvernement, je dirais même la lisière fasciste en Algérie, hein, un gouvernement de voleurs, mais je ne vais pas faire de politique. C'est ça. Et ces mêmes personnes qui demandent le droit à la différence ici en France, c'est légitime, c'est légitime. Hein. Et ces personnes-là demandent, ils sont pour le gouvernement algérien qui leur dénie leur existence. J'ai compris, alors je vais répondre très précisément, en tout cas par rapport à la France. Effectivement, évoquer la mémoire, la dimension culturelle berbère, crée souvent mal reçu, mal entendu, y compris, j'allais dire, de personnes issues de l'immigration, comme on dit, maghrébine. Un problème par rapport à ça, parce qu'il y a le sentiment, entre guillemets, que c'est l'évocation qu'on veut se séparer des Arabes parce que les Arabes sont mal vus alors que les Kabyles seraient bien vus. Donc voilà, c'est un peu ça hein, que vous exprimez. Moi je dirais que ça, après c'est le problème des gens, enfin, la liberté, si vous voulez, en tout cas ici en France, c'est la liberté de s'intéresser et puis d'écouter les autres. Hein. Après leur faire des procès d'intention parce qu'ils s'expriment, malheureusement ça existe tout le temps, ça. On n'y peut rien. Mais c'est une réalité qui a été très vraie parce qu'il y a eu des manipulations, parce que pendant longtemps, la politique de l'immigration en France, elle a été très largement, copilotée, co-gérée hein, avec les gouvernements des pays d'origine. Donc effectivement, des difficultés, enfin des modes de faire de là-bas ont pu être importés à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, par rapport aux jeunes de la deuxième, de la troisième génération, ce sont des choses qui sont en train d'évoluer très fortement, même si effectivement, de ci, de là, on trouve toujours une raison d'empêcher l'autre de parler. Ça, tout ça, effectivement, on peut pas. Merci.